Bonjour à tous, je suis ravie d'être là et félicitations pour ce très bel événement et tous ces discours très inspirants depuis ce matin. Alors on m'a demandé de parler du secteur privé et du lien avec le secteur privé. Donc je suis ravie de le faire parce qu'étant moi-même une entrepreneuse, je me sens liée au privé et en même temps les activités que l'on fait, puisque j'ai créé en 2019 GSA, c'est une compagnie qui conseille des États, travaille avec les États, donc qui fait parfaitement la jonction entre le public et le privé. Donc on est une entreprise privée, mais on travaille beaucoup avec le secteur public. Donc le thème est pour moi extrêmement inspirant parce que c'est finalement la connexion et la réponse entre les deux. C'est d'autant plus inspirant que l'un ne va pas sans l'autre. Il ne faut pas les opposer. L'un entretient l'autre, l'autre entretient l'un. La semaine dernière, j'étais à Séville à la conférence sur le développement. C'est des conférences qui se tiennent relativement régulièrement. Et une des dernières grandes conférences sur ce thème était à Addis Abeba en 2015. Et à ce moment-là, il y avait eu une très très grande promesse qui avait été faite de dire on va convertir des milliards en trilliards. Et on avait justement dit que le secteur privé allait être ceux qui allaient faire cette conversion. Alors c'était extrêmement ambitieux et quand on a fait le constat la semaine dernière, ce n'était pas tout à fait ça. Parce qu'en fait, alors qu'il y a des besoins de financement énormes, je vais y revenir dans quelques secondes, finalement, chaque année, on n'a que 15 milliards de ce qu'on appelle finance hybride, blended finance, qui sont déboursés. Et donc finalement, c'est très peu par rapport à tous les besoins. En tous les cas, ça ne tient pas cette promesse de milliards en trilliards. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut désespérer ou ce n'est pas pour ça qu'il faut être négatif. Mais il faut par contre être extrêmement réaliste. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les objectifs de développement durable, qui sont la manière souvent faite pour essayer d'évaluer le développement, malheureusement, il n'y a que 20% de ces objectifs qui est aujourd'hui atteint. Ça veut dire qu'à la date donnée, on ne sera pas à ces objectifs de développement durable. Ce que ça veut aussi dire, c'est qu'il y a des besoins de financement colossaux pour ces objectifs de financement durable. Typiquement, si on regarde par année pour l'Afrique, il faudrait 350 milliards par année juste pour l'Afrique. Donc on voit bien quelque part qu'on en est très loin. On fait tout ça dans un environnement de dette où la dette a augmenté, puisque si on regarde un peu des moyennes de dette pour des pays qui sont des pays à plus faible revenu, on est à peu près en moyenne à, disons 75% de dette sur PIB, et c'est un ratio qui va encore plus augmenter au-delà de 80% dans quelques années. Donc la tendance est clairement une tendance haussière. Et donc ça, c'était quelque chose dont on ne peut pas faire abstraction quand on pense justement aux investissements, quand on pense à la sécurité de l'investissement. L'autre chose aussi, qui est une nouvelle donne qu'il faut prendre en compte, et ça résonne pas mal avec les premiers panels de ce matin, c'est le fait que beaucoup des pays doivent dépenser beaucoup de leurs revenus pour repayer leurs dettes. Typiquement, il y a beaucoup de pays, c'est plus d'une soixantaine de pays, qui paient plus pour repayer sa dette que pour ses dépenses de santé, que pour ses dépenses d'éducation. Si on le regarde, typiquement, il y a beaucoup de pays qui paient 15% de leurs revenus dédiés justement au remboursement de la dette, alors que c'est 6-7% pour la santé ou pour l'éducation. On voit bien que ce n'est pas du tout durable puisqu'on est en train de rembourser quelque chose et de ne pas investir dans l'avenir. Donc tout ça pour dire qu'il est extrêmement important que le secteur privé entre là-dedans, mais que pour le moment, il ne le fait que de façon limitée et il le fait aussi de façon assez ciblée. Typiquement, quand on cherche à avoir des investissements privés dans le secteur bancaire, tout le monde est là. D'ailleurs, ça représente à peu près 30% des transactions qui sont faites dans le secteur privé. J'en profite pour dire qu'il y a eu quand même 4 milliards qui ont été investis en capital risque l'année dernière en Afrique, ce qui est plutôt pas mal et plutôt une augmentation. Mais comme dit, c'est beaucoup ciblé sur certains secteurs. L'énergie, la banque, la fintech. Et puis il y a les parents pauvres. C'est pour ça que c'était très intéressant d'écouter le ministre ce matin quand il parlait de l'agriculture, parce que, alors que ça devrait être quelque part quelque chose d'assez naturel, de se dire au vu de la démographie, au vu des besoins, il faut investir dans l'agriculture, et bien c'est un des parents pauvres des investissements, en particulier des investissements privés. Pourquoi ? Parce que les gens ont peur des risques climatiques, et donc évidemment personne ne peut garantir la sécurité des investissements, personne ne peut garantir une sécurité climatique, parce que les mécanismes d'assurance ne sont pas forcément encore tout à fait au point. Et donc ça fait qu'il y a d'énormes trous, non seulement au niveau des agriculteurs, mais au niveau de la chaîne, comme il le disait. Et tout ça s'inscrit en plus dans une dynamique mondiale dans laquelle à peu près 90% des échanges sont faits dans des bourses qui ne sont pas du tout des bourses régionales. Et ça, c'était peut-être un des points qu'on pouvait aussi rajouter au discours de ce matin. C'est très bien d'avoir des chaînes de stockage en particulier, mais il faut aussi être capable de commercer les denrées qu'on produit. Et pour le moment, c'est à New York, c'est à Londres, c'est où vous voulez, mais c'est certainement pas au niveau régional. Et donc des initiatives de bourses régionales sont particulièrement importantes et intéressantes.
Alors, on dit ça sur l'agriculture, mais qu'est-ce qu'il faudrait dire sur la santé? C'est encore plus le parent pauvre, alors que là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de besoins d'investissement. Et encore plus pour l'éducation. Alors, ça peut aussi être parce que l'éducation est plutôt quelque chose de considéré comme public, et c'est pour ça que le secteur privé n'entre pas vraiment dedans, mais là aussi, il y a des besoins d'investissement colossaux. Donc en fait, quand on voit ça, on se dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encore plus attirer le secteur privé? Alors il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Il y a des financements hybrides, je le mentionnais, il y a des garanties, il y a des fonds de garantie, il y a les banques régionales qui sont extrêmement actives. Elles font tout ça de manière admirable, ça c'est très clair. Mais ça ne remplacera jamais, jamais la seule chose qui est vraiment la manière pérenne dont on peut investir dans des secteurs et dont on peut développer une économie, c'est-à-dire la mobilisation des ressources propres, la mobilisation de l'épargne. Que ce soit de l'épargne pour la dette, donc au niveau domestique, que ce soit de l'épargne pour des investissements dans des secteurs, parce que seule cette épargne-là a la vraie connaissance du risque du pays et c'est apprécier si quelque chose est risqué ou pas. Et on peut le prendre chacun à notre exemple personnel. On connaît tous un café, un magasin, une exploitation. On sait que la personne est très capable, très fiable, qu'elle a une demande, qu'elle est sur un bon créneau, etc. Donc on a en fait, à titre individuel, aucun problème à investir. On ne se pose pas toutes les questions qu'un investisseur étranger peut se poser, parce qu'on le voit, on le connaît, c'est proche de nous. Et donc c'est le travail autour de cette économie circulaire qui me semble être particulièrement important et qui sera le seul à même de vraiment répondre aux besoins, parce qu'on l'a vu et on l'a dit aussi ce matin, pour le moment, les durées de maturité d'investissement ne sont pas en ligne avec ce qu'il faut. Il faudrait du 15 ans et on donne du 3 ans. Les conditions aussi sont beaucoup trop chères. La prise de risque, les gens disent je prends un risque, mais quand est-ce que j'en sors? Et il n'y a pour le moment pas forcément les valorisations, les moyens pour en sortir. Et donc, quelque part, ça rend des choses extrêmement difficiles, alors que par définition, un entrepreneur, comme moi je le suis, quand j'ai commencé, je ne savais pas du tout si ça allait marcher ou pas. C'est vrai pour absolument tout le monde. Et donc, sans cette épargne de proximité, cet investissement de proximité, on ne peut rien faire de durable. Merci beaucoup.